c'est extraordinaire, quoi, de C'est s'offrir. Oui, bah exactement. Voilà, exactement. Et donc c'est ce sentiment de liberté absolue. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Béatrice Thomas. Une entrepreneure avec multiples facettes. On va le voir durant cette interview. Donc c'est parti. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors déjà, la première question de ces 10 premières questions, qui seront les mêmes pour tous les invités. Pourquoi cet endroit? Et donc où sommes-nous? Nous sommes à l'université de Toulon, c'est là que je travaille. C'est là, mon travail est d'ailleurs axé sur la réussite étudiante. D'accord. Donc je travaille avec les étudiants, avec des entrepreneurs. C'est mon environnement, ça me stimule, j'aime ça, je me sens à ma place. Voilà. Très bien. Succinct mais efficace. J'essaie. Donc du coup, on va commencer par 10 questions qui seront les mêmes pour tous les invités. C'est des questions assez simples, réponses simples. Donc voilà, on va commencer par la première question. Donc, à ton avis, est-ce que tu es né un entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu au fil du temps? Alors j'aimerais amener une distinction, et c'est une distinction d'ailleurs en Amérique du Nord qu'on fait beaucoup plus qu'ici en France. Okay. Il y a entreprendre une carrière, bien sûr pour le travail, mais il y a aussi entreprendre sa vie. Et c'est des qualités, il y a des soft skills, des compétences et des qualités qui sont assez similaires, mais évidemment pas pour le même projet. L'un c'est un projet professionnel, l'autre c'est un projet de vie. Et moi j'ai mené les deux. Donc voilà, est-ce que tu veux que je développe plutôt l'un ou l'autre Et je pense que les deux, comme tu l'as très bien dit, sont reliés. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on utilise soit dans l'entrepreneuriat ou même dans sa vie personnelle, qu'on peut dupliquer à l'inverse, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans sa vie professionnelle. Ouais. Puis je pense qu'il faut penser à entreprendre sa vie. Entreprendre sa vie, c'est important d'avoir des projets, d'avoir des ambitions, d'avoir... oui, ça nous stimule, ça nous nourrit, ça nous enthousiasme. Donc, il ne faut pas renoncer à ça. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait « Vaut mieux d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. » Voilà, c'est ça. Très bien. Et puis, il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Donc je pense que c'est aussi le projet du rêve. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie? Qu'est-ce qui nous ferait rêver? Je veux dire, à l'âge que vous avez, tout est possible en définitive. Et c'est parfois, on se restreint trop. Là, il faudrait que je reste proche d'ici parce qu'il y a mes amis, proche d'ici parce qu'il y a ma famille, ou proche d'ici parce que finalement, mon projet professionnel, je peux le mettre en place ici. Mais pourquoi se mettre toutes ces restrictions? On peut voir plus large. Et puis jeune, on peut tout entreprendre. On n'a pas de charge de famille, on peut tout initier. Donc, plus de possibilités, effectivement. Voilà, normalement, c'est une question de goût et puis de personnalité, par contre. Et d'ambition. Voilà, je ne remets pas ça en question. Après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, tout le monde n'aime pas entreprendre. Moi, derrière le mot entreprendre, il y a beaucoup de leadership, en fait. C'est avoir du leadership dans sa vie, et perso, et pro, finalement. Est-ce que tu veux que je détaille un des deux projets en question ou pas? Pourquoi pas? À ce stade, à cette question? Non, on va passer à la deuxième question, et on reviendra peut-être un peu plus après. Est-ce que j'y réponds là en fait à la question? Oui, je pense que c'était je suis très spontanée. J'y vais comme ça, oui. Alors, la deuxième question, est-ce que tu es un mentor, autant peut-être dans la vie professionnelle que personnelle? Eh bien, c'est vrai que j'ai fait du coaching, j'ai donc écrit et publié 2 livres qui m'ont amené à donner des conférences, c'était pas du tout prévu, ça a été dans le projet de partir au Canada, m'a permis d'initier un rêve, m'a permis d'en actualiser plusieurs, dont écrire des livres et qui m'a amené à donner des conférences, qui m'a amené à animer des ateliers, qui m'a animé à faire des coachings individuels. Et donc, du coup, j'avais suivi une formation de coach, donc oui, j'aime bien ce rôle de coach, après mentor, je ne sais pas comment le dire, mais... Et puis, c'est un peu dans ma vocation personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement et formation, c'est mon métier en fait à la base. Donc voilà, je le fais assez spontanément et puis parce que j'aime les générations futures, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter ma contribution pour les aider aussi à trouver leur voie, tout simplement. Donc, tu te mettrais plus en position de mentor? De mentor Parce que en gros, la question était, est-ce que toi, personnellement, tu as eu quelqu'un qui t'inspirait ou un mentor qui a un peu drivé ta vie ou tes projets? Alors c'est vrai qu'il y a un mentor qui accompagne au fil de l'eau, qui tient par la main plus ou moins, ou qui apprend à pêcher, là c'est la fameuse métaphore du coaching, mais il y a aussi les gens qu'on croise
très peu de temps, mais qui sont inspirants et qui nous ouvrent une voie, qui nous, nous apportent. Et donc, j'ai eu les deux, en fait, j'ai eu la chance de vivre les deux, c'est sûr. Hein, dans une vie est suffisamment longue pour qu'on ait, la possibilité de rencontrer des gens inspirants qui vont modifier le cours de votre existence, de par leur présence, une réflexion, voilà. Et puis, aujourd'hui, avec l'expérience, voilà, j'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle, maintenant je peux accompagner les autres. Quoi. Je me sens légitime à le faire. Ok. Merci. La troisième question, notamment du coup par rapport au livre, peut-être, est-ce que des gens ne croyaient pas en ton projet, ou peut-être ne croient toujours pas, même si ça fait des années que tu as sorti tes livres, est-ce que déjà il y a des gens qui ne croient pas à ton projet ou tes projets? Non. Les livres, ça faisait partie du période de ma vie d'entrepreneuriat, justement, où je me suis mise à mon compte. J'ai choisi, ça a été un choix personnel par rapport à ma vie familiale, de lever le pied. Donc, en fait, en mettant à mon compte, je gérais mieux mon emploi du temps. Et cette sortie de livre m'a amené donc à donner des conférences en France, au Québec, en Suisse, en Belgique. Donc, ce qui finalement a permis. Donc, du coup, je m'étais créé ma propre entreprise. J'avais mon site internet. Enfin bon, voilà, j'avais du coup monté tout ça autour finalement de ça. Et en parallèlement, j'enseignais, ce qui m'apportait des revenus quand même relativement fixes, parce que c'est toujours un peu le défi quand on entreprend. Donc j'avais trouvé une formule mixte. Voilà. Alors, je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard, il me semble qu'on va peut-être. Mais le livre, effectivement, a ouvert plein de possibilités auxquelles j'avais absolument pas pensé au départ. Et voilà, ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Et des gens parce qu'il y avait des gens qui... Ah oui. Par essence, moi je trouve que ce soit le projet de vie quand je suis partie au Canada ou mes livres ou autres, souvent les parents sont réticents. En fait, il n'y a plus résistants, c'est les parents, c'est les proches. Ils ont peur pour nous en fait. Oui, voilà, ils ont peur, c'est pas forcément. Ils ne croient pas en nos projets, mais c'est qu'ils s'inquiètent. Voilà, donc quelque part, il faut y croire pour 2, 3, 10. Voilà, faut pas se laisser. Faut pas se laisser. C'est vrai qu'ils ont leur peur et il faut. On est pris avec ça, mais on a déjà les nôtres en fait quand on comprend. Donc c'est d'être capable aussi de se détacher des leurs et vraiment de suivre notre propre instinct. Le mot-clé aussi, c'est quand même l'instinct, l'intuition. À un moment donné, on fait des choses, c'est pas rationnel, ça s'explique pas forcément de manière évidente, surtout au début. Et c'est peut-être pour ça que des personnes n'y croient pas, parce qu'on ne sait pas encore vraiment mettre tous les mots dessus. Mais en fait, il faut suivre l'instinct d'abord, et puis après les choses se mettent en place, puis après on ouvre petit à petit, et puis ceux qui étaient plus résistants, plus récalcitrants, après nous rejoignent. Parfois, il faut faire ses preuves, en fait, pour avoir le soutien des autres. C'est malheureux, hein, c'est pas toujours d'emblée. Alors après, heureusement, on trouve quand même des personnes qui croient en nous plus spontanément, parce qu'ils ont notre âge, parce qu'ils sont dans la même situation, parce que le projet est super enthousiasmant. Donc oui, il y a eu les deux, hein, forcément. Mais c'est sûr que les proches, ça touche, parce que ça pourrait être un frein assez majeur. Pour certains, je pense que ça peut... Ok, merci pour cette réponse. Donc, du coup, quatrième question. Déjà, le premier livre, deuxième livre. Donc, comment tu as réussi à te diversifier, du coup, autant dans ton activité d'écrivaine, mais aussi peut-être tes activités après? En fait, le premier livre s'appelle Si j'osais. Et en fait, le fait d'avoir osé partir, donc en fait, le départ au Canada s'est fait, j'avais 33 ans, pas mariée, pas d'enfant, et le cabinet pour lequel je travaillais a décidé de fermer. Donc, je me retrouvais au chômage technique. Et je me suis dit, parce que la gestion de changement, c'est quand même un sujet que j'aime bien depuis longtemps, derrière tout changement égale menace ou opportunité. Quelle serait l'opportunité derrière ce changement? Et bon, j'avais beaucoup voyagé, je voulais m'expatrier un jour, donc je me suis dit, oula, mais déjà, dans mes cartons, là, dans le grenier, j'ai un vieux rêve. C'est le temps de le ressortir. Et du coup, en 3 mois de temps, parce que c'était pas anticipé, l'argent, j'en avais pas forcément mis de côté, bon, heureusement, j'ai pu obtenir un visa d'1 an qui m'a laissé justement la possibilité d'étudier, de travailler, de faire ce que je voulais pendant 1 an au Canada. C'était à quel âge ça? J'avais 33 ans et c'est à mon âge de 35 ans qu'on peut bénéficier de ce visa. L'ambassade du Canada à Paris. Et donc, je me suis, dans 3 mois de temps, j'ai pris l'avion, je suis partie et j'ai osé. Voilà, j'ai osé ma vie, j'ai osé, voilà, bien sûr, avec toutes les résistances, tout ce qu'il y avait en arrière. Donc j'ai tout laissé derrière moi et j'avais déjà une vie professionnelle, j'avais déjà beaucoup de choses construites à 33 ans. Et je suis partie à l'aventure. Bon, c'est mon caractère aussi, j'aime tout ça, mais bon, après, et arrivé là-bas,
C'est étonnant parce que bon, j'ai suivi spontanément, je suis allée suivre quelques formations à HEC Montréal et j'ai suivi un cours sur la gestion de changement. Dans la turbulence du changement, comment agir. Bien sûr, je m'étais dit, c'est incroyable, c'est exactement ce que je fais à titre personnel, on va voir comment eux, ils le présentent. Et l'enseignante qui faisait ce cours, qui s'appelle Céline Bareil, qui est toujours à HEC Montréal aujourd'hui, qui est professeure émérite, je lui demande si je peux manger avec elle. Là-bas, les gens à Montréal, au Québec, sont très accessibles. Voilà, exactement. Il n'y a pas ces barrières. Et elle m'a dit, on déjeune ensemble, parce que je sais que vous changez de vie carrément et tout, vous avez l'air très bien de vivre, allez, on mange ensemble et on en parle. On mange ensemble et on en parle, et elle me dit, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Et voilà. Je suis redescendue du restaurant, je me suis installée dans la bibliothèque d'HEC Montréal et j'ai écrit tout l'été. Donc ça, c'était le premier livre, et donc c'est celui-là, alors mes étudiants HEC en profitaient, j'en parlais dans mes cours beaucoup, et donc il y a eu ces fameuses conférences, ateliers, enfin voilà. Et puis parce qu'on fait des salons du livre, enfin on se fait connaître finalement après par les réseaux et tout, donc les choses arrivent comme ça. En fait, c'était pas prémédité, tout arrive comme ça. Le deuxième, c'est une réflexion plus personnelle, c'est un essai. Mais c'est mes valeurs et mes convictions, et ça rejoint les nouvelles générations. C'est devenez un acteur de changement. Comment chacun d'entre nous peut être un acteur de changement dans sa vie, à son petit niveau, peu importe, dans ses choix alimentaires, dans ses choix de santé, dans ses choix de vie au quotidien, dans ses choix d'éducation pour ses enfants, au niveau professionnel, comment on peut être un acteur de changement, c'est-à-dire faire bouger un petit peu les lignes, éveiller un peu les consciences. Et donc c'est un essai. Alors là, du coup, c'est tout à fait un autre exercice. Le premier, c'est du développement personnel. Il s'est très bien vendu. Le second, beaucoup moins, parce que c'est plus personnel. Mais c'est en fait là-bas, alors pour quel a été le déclic, qui a été le déclic? En fait, c'est un journaliste de Radio-Canada, un homme très connu au Québec, qui un jour m'a proposé d'enregistrer des vidéos sur une chaîne, une plateforme qu'il avait. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais des vidéos sur quoi? Si j'osais, oh non, j'en ai assez parlé de ce truc. Et puis c'est venu, c'est une inspiration qui est montée comme ça. Ok, super. Mais du coup, est-ce que c'était peut-être, vu que vous aviez déjà fait un gros changement, de partir de pays, etc., est-ce que du coup ça va faciliter un deuxième changement et de se lancer dans une nouvelle aventure, qui est du coup le premier livre? Oui, et de se mettre à son compte. Oui, aussi. Oui, alors c'est vrai que ça se fait par étapes, parce que quand on entreprend un changement de vie, on change absolument tous les domaines de sa vie, ça demande énormément d'énergie. Il faut rebâtir, il faut trouver un nouveau réseau, s'entourer, parce qu'on ne peut pas rester isolé, bien sûr. Donc, première étape, c'est déjà de se faire ça et de consolider ça, et je dirais que la suite est arrivée après. Mais oui, je bénéficiais de cette expérience, c'est certain. Entre-temps, je suis revenue en France, je suis repartie au Canada. Enfin bon, à chaque fois, l'expérience, on la capitalise. Et voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on les vit plus facilement. Mais il faut quand même pas minimiser, c'est très, très demandant, insécurisant, il faut gérer tout ça, c'est pas si simple. Mais alors, le bénéfice, et c'est ce que j'explique dans Si j'osais, tous les bénéfices à oser. Ils sont immenses, ces bénéfices. Et surtout en termes de développement personnel et d'apprentissage sur soi, de connaissance de soi, de ce qu'on porte réellement, de nos forces, de nos talents. Oser, c'est merveilleux, quoi. C'est extraordinaire pour se découvrir. Et voilà, donc faut y aller, il faut vraiment oser. Moi, j'encourage tous les gens à être audacieux dans leur vie, même peu importe que ce soit un petit projet, mais peu importe, vraiment. C'est pas obligé de changer de pied à chaque fois. Voilà, d'oser entreprendre quelque chose qui leur tient à cœur. Et peut-être depuis longtemps. Souvent, ça revient à l'enfance. On avait des rêves, enfants, et on se les interdit. Et on se dit, on ne sait plus le temps. Pourquoi? Exactement. Et c'est ça, même en termes d'âge ou quoi, il y en a qui se brident alors qu'il n'y a pas forcément lieu de se brider. Parce que, notamment l'exemple du fondateur de KFC, il a monté KFC, il avait 65 ans, je crois. Donc c'est quand même excellent. Ouais. Et d'ailleurs, juste une anecdote, le Cercle du Soleil, je pense que vous connaissez un peu, c'est une grande. Ouais. Donc c'est québécois, il est le président de l'époque qui s'appelait. Son nom était oublié. Bref, son président de l'époque, Guy La Liberté.
était venu à HEC Montréal justement expliquer en tant qu'entrepreneur comment il avait réussi à entreprendre une entreprise pareille. Il était parti en fait d'un cirque de rue et il en a fait donc, une multinationale avec des implantations internationales. Ça, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est la plus grande école du cirque. École, et puis ils font des shows surtout. Ils font des shows à Las Vegas, ils ont un site là-bas permanent, ils font des shows en Chine, enfin bon, ils ont des sites. C'est des shows en fait, c'est vraiment du spectacle. Et puis là, on n'est plus avec les animaux du cirque, on n'est plus du tout là. C'est vraiment des shows de danse, d'acrobatie, de son et lumière. Enfin, c'est un truc incroyable. Et alors, il avait donné. Moi, je m'attendais à ce qu'il me fasse tout un lamus sur l'entrepreneuriat. C'est le mieux. C'est ce que j'aime, c'est vivant. Et donc, il disait, en fait, là, ça remonte à 15 ans, ce que je dis, et ben, je m'en souviens encore. Il a dit, il faut apprendre à bien se connaître soi-même, pour identifier nos forces et nos talents, et ce qui nous tient à cœur, et nos rêves, peut-être. Oui, 2, avoir des rêves. Pour lui, c'est fondamental. 3, de la créativité et de l'innovation. Pour lui, c'était vraiment la clé de tout ça. Et 4, persévérer. 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 Ah oui. Peut-être se remettre en question aussi, à certains moments. Ah bah oui, bien sûr. Oui, quand j'ai persévéré, c'est qu'il y a des fous, vraiment. C'est ça. Oh, il y en a marre. Ouais. C'est sûr. Quelle a été votre plus grosse décision, plus gros choix difficile de votre vie, autant côté pro, mais aussi perso? Bah, c'est sûr de tout laisser derrière soi et repartir à zéro. En fait, c'est vraiment de la création pure. Bon, bah, moi, je me sens artiste sur ce volet d'écriture, mais aussi dans d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment de la création pure. C'est une toile blanche. Il va falloir la remplir de gens, d'histoires, de rencontres, d'argent aussi. Il faut bien gagner sa vie, il faut bien être logé, il faut bien faire. Ça peut être très basique, tout comme ça peut être. Voilà. Et donc, c'est partir de zéro, comme ça, vraiment, tout laisser derrière soi, alors qu'on a déjà le confort, on a déjà tout ce qu'il faut, et finalement, on aura juste un voyage à faire, et puis on serait content d'aller visiter le Canada, par exemple. Repartir de zéro, c'est une immense décision, parce qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Par contre, les premiers jours à Montréal, j'avais un sentiment de liberté, j'avais l'impression de marcher sur des nuages. C'est extraordinaire, quoi, de s'offrir. Oui, bah exactement. Voilà, exactement. Et donc c'est ce sentiment de liberté absolue. Et le sous-titre de Si j'osais, c'est comment développer sa liberté d'être. Et pour moi, c'est ça, oser. C'est qu'à un moment donné, on se donne l'autorisation d'être libre, de devenir qui on est. Super intéressant. C'est ça. Est-ce que vous auriez 3 mots qui driveraient votre vie? 3 mots. Oser. Je le dis souvent et je me sens vraiment comme ça. Ne pas lâcher. Donc la persévérance, la ténacité. Ne pas renoncer, en fait, vraiment. Et puis leadership. Je pense que le leadership, c'est quelque chose qu'on peut emmener partout, dans son milieu professionnel. On n'a pas besoin d'avoir un poste à responsabilité pour avoir une influence et exercer une forme de leadership. On peut l'avoir de soi-même, par soi-même. Et l'audace, quand je disais oser entreprendre à partir de zéro et tout, mais ça peut se faire dans le cadre de l'entrepreneuriat professionnel, d'entreprendre une cause, mettre en place une association, une fondation, voilà, enfin, peu importe, ça se transpose très bien. Mais ouais, c'est 3 dimensions. Oser, ne rien lâcher, et puis le leadership. Ok. Quelle est ton activité préférée pour voilà, tout lâcher, déconnecter, te ressourcer? Oui, c'est sûr qu'il en faut. Il en faut. Bon, bah, moi, avec le temps, j'ai trouvé mes domaines de ressourcement. Hein. Moi, c'est le yoga, au Québec, c'était des spas, particulièrement. Donc, tout ce qui est dans le bien-être, voilà, et qui permet de ressourcer en profondeur. Et puis, seul dans la nature. Parfois, la connexion à la nature, se promenant, ça permet de se recentrer. Ça, c'est simple et accessible. Ça ne demande pas... la méditation est une bonne chose aussi, hein. Aussi, ça peut aider parfois à gérer le stress, et au moment où c'est particulièrement stressant, et puis aussi à rester aligné sur ce qu'on veut vraiment. Après, je pense que la méditation, c'est un sujet qui fait un peu... c'est un avis personnel, hein, mais peut-être
détailler ce que c'est vraiment la méditation, parce qu'il y en a, je pense, qui doivent avoir l'image de la personne comme ça, un peu gourou, mais est-ce qu'il y aurait voilà, un truc un peu plus factuel que les gens pourraient faire voilà, chez eux? Oui, pour l'université, justement, pour les étudiants qui sont en train de préparer leurs examens, on les accompagne, on fait une petite formation en ligne et on leur recommande quelques sites dans lesquels ils peuvent aller pour justement prendre des temps de décompression et notamment au moment des révisions, parce que c'est très intense à ce moment-là. Et donc, par exemple, il y a Christophe André, qui est très réputé en France. C'est un psychologue qui a fait ses preuves. Donc, il est plutôt issu du sérail de la médecine et non pas des gourous en question. Et Christophe André, il y a plein de petites vidéos capsules sur Internet qu'on peut trouver et choisir celle qui nous convient, par exemple. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus répandu. Dans le monde de l'entreprise aussi, il y a beaucoup de personnes qui le suggèrent, parce que ça permet vraiment, d'ailleurs il y a des études de mener, ça permet vraiment de gérer son niveau d'anxiété, du coup sa nervosité, tout son système nerveux central, enfin ça permet vraiment d'apaiser dans les situations un peu complexes, difficiles, de choix, d'accomplissement. Donc ça peut être un petit outil simple pour s'aider au quotidien. Mais une balade dans la nature, c'est très bien aussi. Il y a d'autres façons, à chacun de trouver en fait celui qui est. Et du coup, ça se matérialise comment? Moi, je sais que j'écoute souvent des musiques avec des fréquences. Et il y a des fréquences qui permettent soit de relaxer, soit... Est-ce que ça se matérialise un peu? Oui, des méditations guidées, très courtes. Quelqu'un qui vous dit respirer, dans un projet de respiration. Des petites capsules courtes comme ça, le matin, avant en commençant la journée, ou entre midi et 2, ou le soir avant de se coucher. Ça peut s'inclure dans le quotidien. Application sur le mobile, sur puis voilà. Mais après, libre à chacun, il faut que chacun trouve ses petites astuces. Ouais, ça se démocratise quand même. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est déjà très pratiqué. Et ici, moi, je trouve que de plus en plus, on n'a pas de la fou quand on parle de ça, mais faut essayer. Puis après, c'est adopté ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, je pratique le yoga, j'adore tout ce qui est indien, tout ce qui touche autour de l'ayurvédique. Je trouve qu'ils ont une sagesse, une façon d'aborder l'humain dans sa spiritualité, dans son corps et dans son alimentation, dans sa globalité. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc quand on est un peu ouvert sur le monde et ce qui se passe ailleurs, des fois on trouve aussi des pratiques qui peuvent nous correspondre et puis nous faire du bien. Est-ce qu'il y a un contrat, soit par rapport à tes livres ou pas par rapport peut-être à un métier ou une autre activité, le plus gros contrat de ta vie qui peut-être a changé peut-être l'année d'après ou en termes vraiment en termes d'argent? Ah d'accord, parce que contrat, d'accord. Oui. En termes d'argent, quelque chose qui a changé de part de fait d'avoir entrepris, ça m'a permis de gagner plus par exemple. Oui, peut-être. Ou moins. Ou pouvoir faire des choses qu'avant tu t'aurais peut-être pas permises ou... Moi, je suis assez peu, je fais pas les choses pour ça, donc si c'est là, tant mieux, si c'est pas là, c'est pour ça que j'ai toujours à côté une activité qui me rémunère, donc comme ça, je mets pas tous les œufs dans le même panier. J'ai toujours conduit ça comme ça. Par contre, c'est sûr que le petit truc qui m'avait énormément surprise, c'est quand le contrat le plus marquant de ma vie, c'est le jour où l'éditeur a dit qu'il acceptait de me publier, mon premier éditeur. Parce que publier un livre, c'est pas rien. Je veux dire, écrire, beaucoup de gens écrivent, ça c'est sûr. Trouver un éditeur qui accepte de vous publier, c'est... Aujourd'hui, on fait d'autopublication. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autopublications, mais quand c'est un éditeur qui vous choisit, c'est... Donc quand j'avais reçu ça, je m'étais carrément effondrée. Les gens m'avaient lâché. C'était tellement un rêve fou, un peu dingue, de partir là-dedans. Mais j'avais déjà passé un temps fou à écrire. Je m'étais dit, au pire, ça sera un livre pour les générations futures. Voilà, c'est ça. Et alors ça a amené du coup, alors bon, bien sûr on est rétribué au niveau des ventes et puis donc, ça s'est plutôt bien passé, dans une certaine mesure évidemment, j'ai pas publié, j'ai pas fait un roman mais surtout c'est tous les à côté qui n'étaient pas prévus, conférences, on est très bien payé, j'ai fait des conférences en Suisse, j'étais payé en Suisse, sympa, logé et tout, super. Les coachings aussi, c'est quand même, c'était une base de revenus, c'était au moins 8 séances, un certain montant, donc c'était chouette. Et les ateliers où je remplissais avec 10-15 personnes en Belgique, en France, en Suisse, au Québec. Et donc en une journée, je passais du temps avec eux pour les aider à construire, à oser leur projet.
Ok. Mais c'est aussi vraiment ce que ça apporte en termes de bénéfices. Ça nourrit tellement, quoi. Je veux dire, ça va au-delà de l'argent. Oui, c'est plus mental et de l'expérience. Oui, puis ça nourrit de voir des gens qui vont se réaliser, qui vont, voilà, on se sent utile. Ouais, c'est ça, c'est transcendant. En fait. Mais donc, c'était tous ces revenus à côté, auxquels je n'avais absolument pas pensé au départ. Ah ouais. Voilà. Ok, super intéressant. Vraiment, c'est. Est-ce que. Où tu te vois dans 5 ans? Et justement, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir ces objectifs? Je viens juste de rentrer en France. On ne va pas repartir de suite. Mais pas forcément repartir, mais ouais, on a tous des objectifs et du coup. Oui, bien sûr. Non, mais l'objectif c'était déjà de revenir, de me réinsérer dans la culture française après 15 ans de Canada, donc c'est pas rien, d'insérer un enfant qui n'avait pas non plus cette culture-là vraiment, donc avec que j'accompagne mon enfant là-dedans. Je trouvais un job, reprendre une vie française, se réacclimater, réacculturer. La culture d'université, c'est pas les business schools nord-américaines, donc il faut juste trouver là. Donc tout ça prend un certain temps, mais c'est sûr que le voyage fait toujours partie de ma vie et surtout l'écriture. Le prochain vrai projet, c'est un 3e livre que j'ai déjà en tête, mais il faudra du temps parce que ça prend une année et 3 versions de manuscrit en général, donc c'est énormément de travail. Donc il faut que je puisse dégager du temps. J'en ai pas en ce moment dans ma vie pro et familiale. Parce qu'à l'université, je travaille à temps plein. Donc voilà. Mais c'est bien sûr. Mais ça mûrit. Puis un jour, ça va être mûr et pouf, ça va tomber. On va reprendre après ce processus de livre, enfin de création. Voilà, c'est ça, parce que c'est super intéressant. Mais du coup, on va passer à la dernière question. Oui. Si tu avais un conseil, on entend souvent cette phrase, si tu avais un conseil pour les jeunes, moi j'ai choisi de faire les deux. Les jeunes et les moins jeunes. Au moins, on est donc un conseil, voilà. Un pour les jeunes. Bon, c'est un conseil à tout le monde. Ok. Osez. Essayez, vous verrez. Osez. Très beau mot de fin de cette première partie.